Tu es originaire de Normandie, tu es arrivé au vin, tu vas nous expliquer comment, hein, mais je sais que tu as travaillé dans une usine à papier du côté de Rouen, que tu as enseigné, et également l'informatique, que tu as été intervenant du spectacle et que tu as une verve incroyable. On est ravis que tu sois avec nous ce soir. Bonsoir. Ouais, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. C'était l'extrémiste, hein, j'étais en train de bricoler un petit. On est en train de faire un multiplex en fait. Je vais vous projeter des petites choses tout à l'heure. C'était vraiment raccord. Donc pour te répondre correctement et pleinement, oui, je suis né en Normandie, j'habite en Normandie, après avoir fait un passage de 20 ans comme beaucoup de gens à Paris. Et là, on ne peut presque l'entendre, mais je suis sur la... Si tu as une carte de France en tête, il faut que tu imagines le Cotentin, il faut que tu imagines Coutances, il faut que tu imagines... Quand j'écris mes chroniques, je suis au café, je suis obligé de le dire. On est entre nous, et j'ai ici l'archipel de Chauzet, et de ce côté-ci, j'ai Jersey. Voilà, pour situer un petit peu les choses. Il y a pire comme endroit, et je pense que tous les gens qui nous suivent peuvent bien imaginer, même en laissant les yeux ouverts, dans quel contexte tu es, et c'est une bonne chose pour pouvoir effectivement vivre ce confinement sereinement. Alors, comment tu occupes tes journées finalement, toi qui est un homme de débat, un homme de médias, un homme d'écriture, et bien sûr de gastronomie et de vin? Écoute, d'une certaine manière, tu as répondu en partie à la question dans le sens où, moi, en regard de ce que vivent beaucoup des gens qui nous entourent, je me sens comme privilégié. D'une part, je fais de la radio par téléphone. Donc, au lieu de faire 8 heures de route pour chaque émission, je mets à peu près 2 minutes pour aller jusqu'à mon téléphone. Et on fait cette radio qui est un peu particulière, un petit peu spéciale. Exactement. Là, en ce moment, donc, c'est plus à l'heure habituelle, c'est-à-dire 11h midi avec tout. Ouais. C'est 9h, 11h, et l'émission s'appelle XXL sur France Inter. C'est bien résumé, l'étoffe des grands professionnels, bravo. Tu devrais faire de la radio, tu vois, vraiment. Écoute, ça m'arrive, hein, sur Sud Radio le week-end. Pas tout à fait la même heure, mais quand tu as fini la tienne, on peut effectivement... voilà, on a perdu pour l'instant Dominique Hutin, mais on va le retrouver dans quelques instants. Il va nous parler de la façon dont il a découvert le vin. On va voir si techniquement, effectivement, on arrive à le retrouver rapidement. J'espère, voilà, il revient, il y en a pour quelques instants. Voilà, vous savez, on est en direct du Cotentin. Pour vous, dans le monde entier, on a la chance, effectivement, d'avoir d'ailleurs des gens qui nous écoutent depuis le monde entier, puisque on a Dominique, pendant cette petite interruption, je disais qu'on avait des gens qui nous suivaient du Canada, d'Espagne, mais aussi d'Asie, mais on a beaucoup de commentaires, effectivement, de partout. C'est très bien. Je maîtrise toutes les langues. Je maîtrise toutes les langues que tu viens d'égrener, donc je peux même le faire en langage des signes pour le sous-titrage si on le veut. Et j'ai une pensée pour nos amis belges. Je sais qu'on est écoutés là-bas aussi. N'hésite pas, exactement. Et aux Suisses et aux Luxembourgeois et tout de langue française notamment qui nous suivent habilement. Donc, comment tu es arrivé au vin? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi, finalement, déjà dans la gastronomie, deuxième temps dans le vin? Alors, c'est relativement simple. Moi, j'ai appris très rapidement à détester le vin parce que mon père avait choisi de mettre en bouteille des vins plutôt de bas étage, des vins de table à l'époque, qui étaient encore conditionnés en cubiténaire, tu vois, ces espèces de récipients en plastique que les plus chenus d'entre nous ont connus. Et donc, j'ai passé suffisamment de mercredi après-midi à embouteiller des vins à la cave dans le noir pour détester ça assez tôt. Et puis, il a fallu que, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pu faire beaucoup de métiers très 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 différents et je me suis retrouvé un moment à écrire des manuels d'informatique, ce qui était assez intéressant, mais au final ça manquait un petit peu de chair, les ordinateurs, etc. Et donc le soir, comme tout le monde, j'allais dans le magasin en bas de chez moi et comme tout le monde, j'allais me perdre au rayon vin sans forcément bien comprendre. Mais ça a été en tout cas le déclencheur, le besoin de trouver quelque chose avec de la chair, tu vois, avec de l'épaisseur, avec un univers sensible qui charrie, j'ose pas dire des mots parce qu'on va en parler après, mais en tout cas, oui, ça ressemble à ça, clairement. Très bien. Ton arrivée, finalement, ta première découverte dans le vin est assez originale, parce que tu es parti de l'Antiquité, finalement, de l'antiquaire, pour venir vers l'actuel. Oui, alors bon, c'est un des rebonds de ma vie qui a été multiple déjà. Et on m'a tiré une fois par la manche alors que j'étais antiquaire. On
On m'a ouvert un placard, et dans ce placard, j'ai failli tomber à la renverse. J'ai vu et Mouton, et Ozone, et Aubryon, et Carbonieux, et des Richebourg de chez Drouin. Tout ça avec des millésimes qui, là, nous dépassent un peu, puisqu'il y avait des 1906, des 1926, des 1924, des Aubryon 1920. Et je crois. Pardon ? Et peut-être d'autres millésimes de cette période, en tout cas. Oui, exactement. Ça couvrait vraiment cette période jusqu'avant les années 30. Et la personne à qui appartenaient les bouteilles, c'était un grand antiquaire avec un grand sens de l'objet, qui m'a confié ne pas avoir les clients pour ces vins-là, mais que pour autant il avait la sensation, il savait bien que ça valait quelque chose. Donc il m'a demandé de lui expliquer le vin, et s'il trouvait que décemment j'en parlais avec sincérité, on discuterait. Et ça m'a permis de récupérer ce lot qui était hors de portée financièrement pour moi. Et donc voilà, j'habitais à ce moment-là, j'avais acheté une charcuterie et je dormais dans le laboratoire au sous-sol à la charcuterie. Et mes amis parisiens le savent. Tu fonctionnais, tu étais charcutier ou tu avais racheté le local finalement? Non, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais pas charcutier. Ah ouais. Uniquement le local, mais pour le coup, les bouteilles dormaient quasiment à mes pieds. Et puis, 10 ans après, avec parcimonie au final, mais quelques-unes, oui. Et puis, comment ça goûtait? Est-ce que cette époque d'avant le phylloxéra pour certaines, etc., etc. Il y a plein de questions qui arrivent sur le net. Il y a des gens qui nous écoutent. Cyril Becker, par exemple, de Bordeaux, dit je suis à Bordeaux, pensez à Bordeaux. Donc, ce lot-là, tu en as cité quelques-unes, il y avait pas mal de Bordeaux. D'autant que ces bouteilles, j'en ai connu l'origine après, elles viennent du Château-Fin à Bordeaux. Donc un salut appuyé à notre fidèle, j'ose pas dire auditeur avec ce format, mais on vous traduirait en tout cas. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Aubryon 1920, très constant, avec une note de fumée persistante. Oui. Ce qui m'a traversé, c'est Richebourg 1906 de chez Drouin, avec sur 6 bouteilles que j'ai eu la chance de croiser, toutes quasiment d'égale forme, avec des notes de ce que tu sais aimer des vieux Bourgogne, et c'était vraiment passionnant. Et alors, la demi-anecdote que je peux raccrocher à cette histoire-là, c'est que ma femme, qui est une vraie femme de radio, elle, a fait un documentaire sur le couturier parfumeur Jean Patou, pour France Culture, et puis elle s'est plongée dans les archives. Et pendant 4 ans, ce documentaire, finalement, est devenu ce qu'on appelle communément un gros livre, tu vois, un beau livre. Et puis un jour, au bout de 4 ans, elle m'a ramené un document, dit tiens, voilà le livre de cave de Jean Patou. Et donc évidemment, je l'ai feuilleté, et là j'ai vu Carbonieux 22, j'ai trouvé la coïncidence amusante. Richebourg 1906, ça m'a beaucoup amusé aussi. À Aubryon 1920, j'ai commencé à me poser des questions, et tu devines la suite. Depuis 10 ans, en fait, on dormait sur la cave de Jean Patou, et depuis 4 ans, ma femme écrivait sur quelqu'un dont on buvait les vins. Mais ça, c'est une histoire qui vaut un roman, ça, ou même un téléfilm quasiment, parce que c'est la probabilité que ça puisse arriver est excellente. Ouais. Il y a une petite morale. Peut-être dans les statistiques, ça ne peut pas arriver, ce genre de choses. C'est difficile. Moi-même, je ne l'avais pas envisagé. Et bon, alors maintenant, j'ai moins le droit d'en boire. Donc, on connaît la source de ce vin-là. Mais tu me demandais comment est-ce qu'on se nourrit du vin. Voilà, c'est une partie de ma rencontre avec le vin. Il t'en reste quelques-unes, je suppose, puisque tu as Bien sûr. J'ai même une petite surprise. Une peut-être. Alors, j'ai laissé là. J'espère qu'elle vous apparaît à l'envers, peut-être. Tu vas nous expliquer ce que c'est, ce château Ozone là. Château Ozone dans un millésime 1926 qui est plutôt assez rare, oui. Qui a été sous-estimé parce qu'il doit cohabiter dans la décennie des années 20, il doit cohabiter avec des ténors comme 21, comme 29, 28, 29, 28. Et pour l'avoir goûté, je peux dire que 26 a extrêmement bien vécu. Voilà. Donc ça c'est la poussière d'époque, époque Jean Patou, voilà, qui était un espèce de grand dandy qui est mort, certes ruiné, mais qui est mort au Ritz. Ah oui, quand même. Oui, voilà. Poursuivi par les huissiers, mais au Ritz. Bon, on a perdu encore une fois notre ami Dominique on va le faire revenir dans quelques instants. C'est juste extraordinaire. On va parler de sa vie, de son parcours. On va parler des mots du vin parce que Dominique est un grand amateur des mots du vin. Donc effectivement, en tant que grand amateur de mots du vin, on va évoquer ça dans un deuxième temps, dans quelques minutes avec lui, en espérant que la connexion revienne régulièrement. Rebonsoir, mon cher Dominique. Ah oui. On a dû dire quelque chose. On n'a pas envoyé la pub, il n'y en a pas dans notre programme.
C'est juste le fait que tu arrives à revenir avec nous. On a dû déplaire au GAFA ou à Bill Gates, en tout cas, on a eu une petite coupure. Tu l'as dit, hein, j'ai expliqué, je vis en lisière, en bordure littorale, et parfois les choses sont un peu moins fluides par chez nous. Un coup de vent fait bouger les réseaux, c'est ça? Ça peut arriver. On avait eu l'occasion tous les deux de croiser le verre et de croiser le verbe sur scène, puisque toi tu es un homme de scène également, hein. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Notamment c'était aux Trois Baudets, c'était pour nos amis de Montmartre, et c'est un grand souvenir pour moi aussi d'avoir pu partager ce moment avec toi. Et on avait croisé nos regards, nos visions, nos mots, nos émotions quelque part, parce que c'est ça finalement qu'on essaie de traduire à travers effectivement certains exemples de vin. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce souvenir rapidement et peut-être d'évoquer effectivement pour toi ce que sont les mots du vin? Alors le souvenir c'était c'était intéressant parce qu'au final moi j'étais Monsieur Loyal et tu étais toi la colonne vertébrale la colonne vertébrale de cet instant-là. Et je t'ai croisé il y a très longtemps autour de Jean Frambourg, donc on va taire les années. Exactement. À l'époque, voilà. L'Association des sommeliers de Paris et des réunions du jeudi. Des réunions du jeudi. Et on salue d'ailleurs tous les élèves qui peuvent nous suivre et le travail formidable que font les professeurs dans cette période de confinement pour continuer à enseigner et de si tous les professeurs qui nous écoutent sont concernés et les élèves en profitent. Et j'avais, moi, une interrogation par rapport à ce qui était devenu le métier de sommelier et l'incarnation. Et on avait quand même l'idée peut-être d'une profession qui avait été un peu corsetée, puisqu'on avait jusqu'à un costume, on avait des éléments de langage, on avait des postures, et puis une approche de respect commercial vis-à-vis d'un client. Et donc, je ne savais pas quelle fluidité, quelle liberté de parole tu allais t'accorder. Et le souvenir que j'en ai gardé pour correctement te répondre, c'est ça. C'est une espèce de liberté de parole où on sort. Tu es un homme de scène quand tu es au restaurant. Tu es un homme de scène aussi. Comme et je voyais les gens du service que je salue également. C'est vrai que c'est une partie théâtrale également qui d'ailleurs fait partie de la formation aujourd'hui des gens de salle aussi. Et pour la partie langage du vin, je crois qu'il n'y a pas un langage du vin. Je pense qu'il y a des langages du vin. Moi, je m'étais noté quelques exemples pour émailler un petit peu notre conversation. Par exemple, si tu es retournant au restaurant, imaginons que nous soyons disons dans un bar branché du 11e arrondissement de Paris. J'ai relevé cette phrase et je t'assure qu'elle est vraie. Ça glougloute comme on aime, c'est hyper naturel, ça pète de fruits et c'est une torchabilité maximum. Donc ça, c'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui à Paris. Et puis tu as raison de préciser des arrondissements et des cultures, voire des motivations personnelles finalement ou des ressources. Oui. Il faut aussi, je crois, pour que ce langage passe, qu'il y ait une communauté d'esprit avec les gens qui sont dans la salle. Quand tu vas au restaurant, tu attends une promesse, tu attends que cette promesse soit tenue. Si tu vas au bistrot du sommelier, qui est ton établissement, tu n'attends pas la même chose que dans un autre établissement. Donc, je pense qu'il y a une communauté d'esprit qui se dégage. Mais je taquinais un petit peu sur ce qu'avait pu être le métier de sommelier et son image, mais j'ai relevé aussi les tics de journalistes. Il faut bien quand même avoir un petit peu d'autodérision, et je t'assure que celle-ci est vraie aussi. Un taux de sucre résiduel supérieur est ici contrebalancé par un duo acidité-minéralité qui confère à ce bovin volumineux une personnalité oxymorique comme une extraversion sobre. Ah oui, d'accord. Et est-ce qu'il y a un décodeur aussi avec la chronique? Voilà, je crois qu'on a perdu pas mal de gens avec ça. Mais voilà, ce sont des choses qui sont dites. Par la suivante, et en tout cas, l'explication de ces mots du vin qui a quand même bien évolué au fil du temps. On ne parle pas du vin aujourd'hui, effectivement, même si on en parle d'une façon distincte, peut-être dans différents types de communautés, mais dans les différentes époques, les attentes du vin étaient différentes. On dégustait dans un tas de vin, on était plus attentif finalement au goût qu'au parfum. On est passé aussi à une époque vers les expressions aromatiques dont on racontait des tartines, peut-être un peu trop, pour revenir peut-être aussi, maintenant, j'ai l'impression, à un certain équilibre, même s'il peut y avoir certaines dérives. Mais tu l'as dit, c'est une langue vivante, donc c'est une langue qui
c'est une langue qui évolue. Et étonnamment, alors que le bréviaire est vraiment très riche, étonnamment, tout ce qui est associé à ce langage du vin a longtemps été en friche pour une raison, c'est que dans les dictionnaires généralistes, on considérait que des sens étaient supérieurs à d'autres. Par exemple, le oui était supérieur, alors que le goût et l'odorat étaient considérés comme vulgaires. Donc tout ça est resté très longtemps en friche. Et puis tu faisais appel à d'autres époques. Moi j'ai relevé un truc qui me semble assez signifiant. Par exemple, Monsieur Chéron, on le connaît pas très bien, c'était un ministre de l'Agriculture. C'est pas Choron, hein. C'est non. On va y revenir à Choron. Je crois comprendre l'allusion. Je crois comprendre. Non, c'est un ministre de l'Agriculture. Donc tu vois, on est dans un autre univers. Dans les années 20. Ça a été une courte période. Et ce monsieur nous dit, attention, nos pères n'étaient pas des buveurs d'eau. C'est pour cela qu'ils ont fait la France. Sans le pinard, elle n'aurait pu être sauvée en 1918. Et donc on comprend, avec cette citation-là, que le vin et le langage fait partie du récit national. C'est un pan de culture. Complètement. Et puis, selon les époques, en plus, l'attente au niveau du vin est très différente. Avant que finalement on découvre la capacité du vin de vieillir, et notamment grâce au soufre, qui a ses limites, mais qui a aussi ses vertus, c'était les vins d'un an, on les baptisait comment? Alors effectivement, aux alentours du XIIIe, XIVe siècle, un vin d'un an, c'était un vin vieux. Voilà. Tu l'as dit, on ne savait pas conserver les vins. Et puis lorsque le soufre est arrivé, on a pu leur laisser espérer une espérance de vie plus conséquente. Et donc un vin d'un an est devenu un vin mûr. Et donc c'est cette technique nouvelle qui a fait que le champ lexical s'est trouvé élargi. Et on a comme ça toute une somme de choses. Par exemple, je taquinais un peu nos amis parisiens tout à l'heure. On a le mot naturel, par exemple, qui est arrivé relativement vite, mais on le trouve sur les étiquettes de vin de messe du siècle dernier. Vin naturel, comme on retrouve, alors c'est encore un peu plus vieux que nous, mais 1907, les révoltes vigneronnes dans le Languedoc, rendez-nous protéger le vin naturel, qui était sévèrement challengé par les vins trafiqués à base de sucre de betterave. Donc ce mot naturel, il est dans le panorama depuis très longtemps. Exactement. C'est ce qui a amené d'ailleurs à créer l'INAO, enfin les appellations contrôlées des années 30, pour essayer de sortir du marasme à la fois d'une crise particulière qui était celle après 29, mais qui était aussi le problème des fraudes, de la circulation des vins, des coupages, etc., dont on parlait beaucoup à l'époque. Cet exemple est formidable parce que 1936, date de création des premières appellations de vin. On va donc parler de cahier des charges, et cette obligation de noircir du papier, de remplir des cahiers des charges, ça a obligé à décrire. Donc ça a obligé à parler, à mettre des mots sur les choses. Donc ça a été un virage assez conséquent. Oui. Les usages loyaux, locaux et constants. Et voilà, qui sont encore d'usage dans les cours de cassation, dans les affaires de vin. Alors il y a un virage qui est tout à fait formidable. C'est la fin du XVIIIe siècle. Des courtiers vont écrire. On va passer d'une tradition orale. Les courtiers français vont écrire pour décrire le vin, pour pouvoir mieux le décrire et mieux le vendre au final à leurs clients anglais. Ça, c'est la fin du 18e. On ressent ce besoin-là. Et la question du pourquoi le langage du vin, c'est d'abord le décrire, le poser. Et puis après, une fois on peut élargir, sortir du seul champ analytique pour apposer par exemple une cosmétique. Et simplement, on peut repenser à Olivier de Serres, qui était le père des agronomes, qui dans son théâtre d'agriculture, son livre de 1600 exactement, dit qu'il ne sert à rien de produire du vin si on n'est pas en état de le vendre. Donc on comprend très bien que le faire savoir, c'est bien, mais sans le savoir-faire, c'est pas bien. On ne peut rien faire. Exactement. Tout à fait. Voilà. Un autre mot peut-être, ou une autre époque, qui est pour toi le père de l'œnologie moderne? On évoque souvent Pasteur, mais peut-être qu'en termes d'œnologue un peu plus défini, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin magnifique, en référence. Ouais. Effectivement, c'est Émile Pénaud qui avait pris aussi Ribéry. On repart à Bordeaux.
Voilà, exactement. Donc là, on a, dans les années 50, un tournant avec un verbiage qui va être éminemment plus technique. On va parler de caudalie, on va parler d'arômes primaires, etc. Et cette première partie du XXe siècle, elle est aussi passionnante parce que le champ lexical a été extrêmement large avec beaucoup de choses très différentes. Par exemple, on a des choses, on perd les meubles. On a des choses qui s'étaient installées dans le langage au début du XXe siècle, qui étaient un petit peu triviales, le vin du corsage, il y a la cuisse, etc. Alors, c'est évident, quand on relit ça après les phénomènes MeToo de harcèlement sexuel, je suis pas sûr que ce soit des éléments de langage qui reviennent dans le discours, tout comme baiser une fillette, qui veut dire vider une petite bouteille en enjoue. Bon, voilà, je pense que ce sont des termes qui sont disqualifiés. Dans le même sens, des termes ont disparu. Par exemple, les arômes de cire à cacher à l'heure des emails, la cire à cacher a disparu. Et il y a une petite coquetterie que je ne sais pas expliquer. Les arômes de pierre à fusil. Toi, Philippe, il y a combien de temps que tu as utilisé une pierre à fusil? Ça fait longtemps, même si j'ai fait l'armée, mais ça fait longtemps que... Donc, tu vois, et bizarrement, ce terme-là, lui, continue de mener une carrière assez honorable dans les caractères. Et puis on a aussi les argots de métier, par exemple. Par exemple, l'ouvrier d'imprimerie, lorsqu'il buvait un petit peu trop, il s'ancre. Voilà. Le porteur de bagages, lui aussi, lorsqu'il abuse, il se charge la brouette. Et puis de la même manière, tu vas voir tout le langage populaire a vraiment alimenté. J'en ai quelques-uns là. On pouvait se ramasser une poivrade, se choper une secouée dans le carburant, se faire péter la ventrière, se peinturlurer le tardouif, s'arsouiller la terrine, se graisser le toboggan, se lubrifier le cervelet, avoir des lunettes en peau de saucisson, s'inonder le corridor, se noircir la dalle et même se goudronner le vestibule. Voilà. Donc tu vois, tout n'est pas que technique. Non, mais bien entendu, c'est beaucoup d'images, c'est beaucoup d'assimilation, de souvenirs aussi, d'interprétation finalement. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse quelque part du monde du vin, c'est qu'il n'y a pas qu'un côté un peu stéréotypé où on s'attend avec exactement toujours au même mot, au même repère. Finalement, le vin, c'est du plaisir, c'est aussi de l'émotion, c'est de l'histoire. Toi, tu as écrit un bouquin notamment sur une saga bordelaise et de cette émission. Baraille des Graves, notamment. Oui. Et c'est qui a quand même une vie extraordinaire, liée notamment, tout à l'heure, on évoquait Alain Guérich, Charlie Hebdo et professeur Choron et les autres. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui. Bah alors, là aussi, tu vois, la constante, si on voulait résumer ce qu'on vient de se dire, il y a une constante quand même dans le langage du vin, c'est qu'il a toujours été connecté à l'époque. Les années bling-bling, les années 80, on a eu des vins bodybuildés avec le culte du corps, les années parkerisées quand Robert Parker était le critique américain qui régnait sur l'univers du vin. Et puis ce livre-là, alors j'ai dû normalement le poser quelque part, voilà, il est là. Ce livre-là, c'est le marqueur d'une autre époque. J'ouvre une bouteille, c'est pour nos amis là. J'espère que tu as prévu quelque chose à goûter aussi ensemble. Oui, aussi. Alors vous allez aussi l'avoir à l'envers par la force des choses, voilà. Grand Cru déclassé en fait. Alors évidemment on comprend à la seule lecture de la couverture qu'il y a une forme de décalage par rapport à tout ça. J'ai un ami vigneron qui est à Saint-Émilion, qui s'appelle Gérard Descrambes, et le père de Gérard Descrambes a créé Nature et Progrès dans les années 50. Tu vois, la société est entièrement traversée par des considérations environnementales en ce moment. Et son père crée Nature et Progrès, ça veut dire qu'il crée le bio avant que ça s'appelle du bio. Et puis son père tombe malade, Gérard doit faire le vigneron. Et dans les années 70, alors que la France entière est babacou, retour à la terre, la seule presse nationale qui s'intéresse à l'environnement, etc., c'est les derniers qu'on attend sur ce segment-là, ce sont les gens de Harakiri, Charlie Hebdo. Et donc Gérard va envoyer une missive à ces gens-là en disant ben voilà, moi je suis tout seul, si vous me commandez du vin, plutôt que de vous envoyer la facture, je vais l'accrocher dans mes toilettes. Elle y est toujours. Et alors d'ailleurs on a la réponse de Choron, qui était grand timonier à l'époque. C'est plus court qu'un tweet, c'est très très simple. C'est 60 bouteilles, du plus cher et du meilleur. Et puis... Allons à l'essentiel dans la vie. Allons à l'essentiel, c'est exactement ça. En ce moment, c'est un bon enseignement. Et puis il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, et donc on était un peu désemparés évidemment, parce que qu'est-ce qu'on fait? On peut pas faire comme si rien ne s'était passé. La France entière est traversée par ces événements tragiques.
Quand je dis on, c'est l'émission On va déguster. Bien sûr. Et nous ne sommes au final qu'une émission de gastronomie. Et donc, j'ai dit, mais moi, je crois que je peux vous raconter une histoire, puisque Gérard, à la suite de sa rencontre avec les gens de Harakiri, Reiser a fait cette étiquette qui est la première pour le millésime 1972, et dans son sillage, 40 ans de dessinateurs ont produit des étiquettes pour chacun des millésimes. Voilà. Et donc j'ai raconté cette histoire et on a bu, voilà, on a bu un Saint-Émilion 1995 de chez Gérard pendant l'émission pour évoquer tout ça. Et cette histoire est à ce point riche, c'est-à-dire qu'il y a une anecdote derrière chaque dessinateur, il y a une anecdote derrière chaque étiquette. C'est devenu un livre. Voilà. J'imagine bien. Dis-moi, le temps passe vite, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. Quel est ton vrai coup de cœur du moment, celui peut-être que tu as envie d'ouvrir dans quelques jours, j'espère, quand on sera déconfiné? C'est quoi ton envie? Alors, j'en ai trois. Il y aura forcément, ça c'est l'étiquette numéro 1, il y aura forcément un de ces 95 là. Il y a certainement... Ça s'appelle Baraille des Graves. Château Baraille des Graves en Saint-Émilion et en Bordeaux, château Renaissance. Oui. Certainement, je pense que les jours du Ozone 1926, à mon avis, sont comptés. Écoute, le hasard fait que c'est un Saint-Émilion aussi. Si tu vas garder mon numéro de téléphone, je te donnerai pas de problème. Oui. Alors, je te vois passer avec une bouteille d'Alsace. Je crois que j'ai la même à la maison. Eh bien, écoute, celui-ci, vas-y, continue, je finirai avec le mien. Et moi, c'est la bouteille avec laquelle je t'ai fait saliver ce midi avec des huîtres que je m'apprêtais à faire à la vapeur et du gingembre. C'est Jean-Louis et Fabienne Mann, un Riesling de Ferzigberg. Il faut que j'apprenne l'alsacien, tu vois. On parlait le belge tout à l'heure. Ça, c'est un joli vin assez droit. Et sinon, j'ai une passion. Alsace. Pardon? Le Riesling de chez Mann, c'était quel millésime? C'est un 2012-13, pardon. Oui, 2013, très bien. 2013. Moi, je nourris une passion pour les vins du Beaujolais, donc je trouve que c'est un vin de table, pour la table, formidable. Donc un moulin à vent de chez Charvet, par exemple, ça c'est un 2005. J'aime très bien. Pas mal avec Pascaline Lepelletier de New York, que je salue, parce qu'elle est derrière son écran, elle nous envoie un très joli message. Merci Pascaline d'être avec nous ce soir encore, et merci pour ton live de la semaine dernière, qui était avec celui d'Olivier Poussier et celui, voilà, tous les gens qu'on a eu. Avec beaucoup d'émotions, Tout à fait. Et puis une découverte. J'ai parlé beaucoup de vieilleries, de choses qui sont pas foncièrement accessibles. Une découverte, alors là aussi vous l'avez, je vais vous le décrire, c'est un Buzet. Buzet, on est dans le sud-ouest, c'est une appellation. Je vais pas te faire l'affront de te raconter tout ça, tu le sais. Il y a beaucoup d'appellations dans le sud-ouest qui sont dominées par des coopératives, qui ont un rôle très important à jouer. Et il y a quelques indépendants. Et ça, c'est une jeune femme, s'appelle Domaine Salisquet. C'est un Buzet, c'est fait en bio. C'est très fin. Et si vous étiez un peu fâché avec des vins qui ont une réputation un peu alcooleuse, avec peut-être des déficits aromatiques, vous pouvez renouer avec ces Buzets-là, Domaine de Salisquet. C'est fluide, c'est juteux, c'est vraiment c'est un vin contemporain, au final. Voilà, très joli vin. Et là, on voit que ça a marché puisque la bouteille est vide, donc c'est plutôt bon signe. Bon vin, c'est vide, tu sais, c'est ce qui se dit. Toujours avec, bien entendu, on le répétera jamais assez, la modération qui convient. On va se quitter dans quelques instants, Dominique. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous avais promis de vous parler avant de partir de celui que j'avais ouvert pour ce soir. Bien effectivement, beaucoup l'ont reconnu. C'est un vin assez symbolique, c'est pour ça que je voulais le choisir. C'est celui qui est fait dans la cave de l'hôpital de Strasbourg. Et je voudrais vraiment saluer tous les soignants et tous les gens du milieu hospitalier et dans les EHPAD, etc., qui œuvrent pour nous. Donc c'est un vin qui est produit en l'occurrence par la maison Vance. Et c'est un simple Sylvaner. Il faut, à mon avis, réhabiliter ces vins qui sont accessibles à la fois en goût et en prix. Dans le millésime 2013, ça c'est juste magnifique de goûter ça. C'est la couleur trahit son âge. Je soupçonnais un Sylvaner un peu évolué. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est bon, avec des parfums qu'est-ce qu'un petit côté miel. On n'est pas tout à fait dans le fringant fruité floral d'un vin jeune, mais c'est juste magnifique. Et puis en bouche, on garde de la fraîcheur. Sylvaner a toujours cette petite acidité qui va bien, donc ça apporte, c'est très désaltérant, c'est appétant, c'est un joli vin pour conclure cette petite conversation, mon cher Dominique. Mais tu vois, nous parlions de communauté d'esprit tout à l'heure, on a fait des détours et on se retrouve sur l'Alsace sans l'avoir prémédité. À la tienne.